On nous dévisageait sans chercher à nous comprendre. Une expression de Léopold Sédar Senghor pour vous introduire dans cette exposition Senghor et les arts, réinventer l'universel. Mon invité de marque est Sarah Friou-Salgas, commissaire de cette très belle exposition que je vous invite à découvrir en montant avec moi. Sarah, bonjour. Bonjour. D'abord, félicitations pour cette exposition. Merci qui est magnifique. Et la première question que je voudrais te poser, Sarah, c'est pourquoi cette exposition-ci sur Senghor et pourquoi aujourd'hui? Alors, pourquoi cette exposition sur Senghor? C'est qu'on a eu la chance d'avoir un don de Jean-Gérard Bozio, qui a été le conseiller culturel et diplomatique de Senghor du début des années 70 jusqu'aux années 80, qui a fait un don d'un certain nombre de tableaux d'artistes de l'école de Dakar, mais aussi de lithographies et de poèmes illustrés de Senghor par des grands artistes du monde entier. Oui. Et donc, à l'occasion de ce don, on a souhaité faire une exposition autour de Senghor et plus spécifiquement de Senghor et les arts et de comment il a vraiment soutenu une politique artistique très forte au Sénégal au moment des indépendances. Quand il était président. Quand il était président. Et aussi, voilà, c'était l'occasion de revenir un petit peu aussi, de continuer un certain nombre d'expositions qui ont été déjà présentées au musée sur ces problématiques-là, de manière indirecte, sur la maison d'édition Présence africaine en 2009. Sur le festival de Dakar de 1966 en 2016, pour les 50 ans, on avait organisé une exposition. Et c'est un peu aussi la continuité de ce travail que le musée porte sur l'histoire culturelle du continent. D'accord. Et quel est le parcours de l'exposition Alors, le parcours de l'exposition, donc l'idée de l'exposition, c'est ni de faire une hagiographie ou de faire une biographie de Senghor. Donc la première section est consacrée donc à la formation intellectuelle de Senghor avant qu'il prenne le pouvoir en 1960, essentiellement donc à la négritude, mais à la négritude dans un contexte intellectuel beaucoup plus large, sur notamment aux liens de Senghor avec la maison d'édition Présence africaine, qui a été très importante, au grand festival congrès de 56, de 59, au mouvement de la Harlem Renaissance, afin de montrer comment des intellectuels noirs, on peut le dire comme ça, parce qu'il y a des Africains-Américains, des Antillais, vont collectivement dans les années 30 jusqu'aux années 50 imaginer de s'inscrire dans l'histoire du monde, de s'inscrire dans le temps du monde, et comment cette discussion va être collective, et Senghor y participe aussi. Alors parlons. Donc ça c'est la première section de l'exposition. La deuxième section de l'exposition est consacrée directement, on prend par petites touches, on s'attache à des choses qu'il a réalisées au Sénégal, qu'il a soutenues, comme les différentes structures artistiques qu'il a mis en place, comme le théâtre Sorano, l'école des arts, la manufacture de Thiès. Et ensuite, la troisième section de l'exposition est consacrée donc vraiment plus à cette idée d'universel, et de cette réinvention de l'universel et du dialogue que Senghor va créer au Sénégal, avec un certain nombre d'expositions qu'il va programmer au Musée Dynamique, où il va faire venir des artistes, de grands artistes européens au Sénégal, et aussi sur son dialogue avec sa poésie et des grands artistes, sur des illustrations de ses poèmes. Ensuite, sur sa diplomatie culturelle, sur les grandes expositions qu'il organise en dehors du Sénégal, mais aussi sur cette idée que Senghor avait, qui était l'idée que les artistes sénégalais étaient les ambassadeurs du Sénégal. Donc, la troupe du théâtre Sorano, qui a joué à Paris en 69, Macbeth de Shakespeare, ou la grande expo de 74, l'art sénégalais d'aujourd'hui. Évidemment, on évoque les dissidents, notamment Issa Samb, et notamment le collectif Agitart, qui va se créer en 74, l'année de la grande exposition. Aussi, on évoque El Hadji.
Et enfin, on conclut l'exposition par une section qu'on a appelée Héritage, qui reprend en fait, qui s'intéresse à un projet sangorien, le musée des civilisations noires, qui a le même nom que le musée actuel qui existe à Dakar, qui a été inauguré en 2018. C'est pas la même. C'est pas la même, c'est pas le même C'est pas le même projet, projet. c'est pas les mêmes enjeux, et voilà. Et on conclut un peu aussi sur mais en même temps, ça porte le même nom. Oui. Et ce musée d'ailleurs, quand on va à Dakar, il y a une présentation un petit peu du musée. Il se présente comme étant l'héritier de la politique culturelle de Sangor. D'accord. L'exposition s'ouvre par une belle tapisserie. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Tout à fait. Alors, c'est une très belle tapisserie de Modou Niang, donc qui est un artiste de l'école de Dakar. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette tapisserie cette manufacture de Thiès qui ouvre en 1966 va aussi va permettre en fait les grandes tapisseries, les modèles des grandes tapisseries vont être des modèles de tableaux de l'école de Dakar. Donc c'est un tableau original qui a été transformé en tapisserie. Et encore une fois, pour parler de la diplomatie culturelle, Sangor va aussi donner un grand nombre de tapisseries à des chefs d'État. Il y a une grande tapisserie de la manufacture à l'ONU, très belle. Voilà, donc c'est aussi d'accord. une manière d'illustrer tout ça. Donc on va parler de la politique culturelle de Sangor. Oui. Et c'est une politique qui est actuelle maintenant. On est en train de voir des politiques maintenant qui se revendiquent un peu le partage et l'échange des œuvres d'art, des cultures. Et comment on s'inscrit maintenant, comment s'inscrivent les contemporains, les artistes contemporains dans cette politique? Alors, je pense que ce qui est intéressant, c'est que donc Sangor a quitté le pouvoir en 1980, donc il y a un moment. Il y a eu la période, disons, de la dissidence, de la remise en question de Sangor comme homme politique, qui a quand même été assez autoritaire. Et aujourd'hui, je pense que donc on le montre dans l'exposition. Sangor est réinterrogé de différentes manières. Par exemple, on présente 2 œuvres intitulées Hostie noire, qui est donc un recueil de poésie qu'il a publié en 48, qu'il a réalisé. C'est des poésies qu'il a composées quand il était emprisonné en tant que tirailleur sénégalais. Et donc des artistes se réapproprient ces poèmes pour créer, vous verrez dans l'exposition, 2 pièces. Donc Darilo, un artiste sénégalais, et Roméo Mivekana, un artiste béninois. Donc ça, c'est intéressant. Et aujourd'hui, je pense que les artistes la pensée de Sangor est beaucoup plus contemporaine que au moment où il était en train de la mettre en œuvre, et qui était une période aussi où il y avait encore les guerres de libération, c'était post-indépendant, donc c'était dur d'imaginer cette idée d'enracinement, d'ouverture, de donner de rendez-vous, de recevoir, juste après les colonisations, je pense. Et aujourd'hui, je pense que sa pensée sa pensée est beaucoup plus, connectée avec les problématiques contemporaines. Contemporaine, en fait. c'était un précurseur. C'était, un précurseur, ou je sais pas si c'est toujours, peut-être un précurseur, ou en tout cas, où il a réfléchi à la place, aux questions du temps du monde, à une universalité partagée, à sa manière, et qui aujourd'hui fait écho aujourd'hui, peut-être pas à l'époque, mais voilà. Oui. Et donc, vous avez cité les réalisations de Sangor, la manufacture. La manufacture, le théâtre Daniel Sorano, le musée Dynamique, à l'occasion qu'il a fait construire à l'occasion du premier festival des Arts Nègres de Dakar, pour accueillir une très grande expo d'art africain qui a présenté environ 500 œuvres d'art ancien venues d'Europe, d'Amérique, beaucoup de nombreux prêts de pays africains aussi qui ont prêté pour cette grande exposition. Et ce lieu qui a été créé à l'occasion du festival, a ensuite accueilli un grand nombre d'expositions, dont des grands artistes européens, comme Chagall, Picasso, Soulages, Manessier sont venus présents. Il y a eu des grandes expositions à Dakar. Et voilà, et c'est tout à fait dans les années 70. Je pense que c'est assez inédit pour l'histoire du continent. Et aujourd'hui, les gens sont très frileux pour faire quoi qu'il y a eu une exposition Picasso à Dakar récemment, mais c'était d'une certaine manière un clin d'œil. C'était l'année dernière. C'était l'année dernière. Un clin d'œil à cette première exposition de
de 72 de Picasso à Dakar, donc c'était intéressant. Et le musée Dynamique, à la fois, était construit pour le festival de 66, ensuite a accueilli un grand nombre d'expositions, et ensuite a été le lieu qu'il a confié à Germaine Acconi et Béjart pour créer l'École des Sables. Donc pendant un moment, l'École des Sables a été accueillie dans ce bâtiment. Donc c'est vraiment intéressant pour ce bâtiment, une sorte de fil conducteur d'une histoire culturelle forte sénégalaise. Alors cela démontre la détermination de Senghor à vouloir positionner l'art africain sur la scène artistique internationale. Tout à fait. Que l'art africain soit beaucoup plus visible. Et moi, je voudrais lui poser la question de savoir, puisqu'il était en contact avec Alioune Diop, avec Aimé Césaire, est-ce que tous les trois, en ce temps-là, en parlant de ce genre, de ces sujets, est-ce que ces trois intellectuels avaient raison aujourd'hui? Est-ce qu'on leur donnerait raison aujourd'hui? Parce que certains, alors je sais pas si on leur donnerait raison, mais l'idée, c'est qu'ils ont mené un combat fondamental. Un combat fondamental. Voilà, moi, je suis très... La question a été mal posée. Voilà. C'était le combat fondamental. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur la figure d'Alioune Diop. En fait, c'est moi qui ai réalisé l'exposition sur Présence africaine il y a 10 ans. Oui. Donc, je pense que d'ailleurs, Alioune Diop est pas assez reconnu. Je pense que c'est une figure qui a porté de nombreuses voix autour de Présence africaine en donnant la parole à tous, à des gens qui étaient d'accord, pas d'accord, comme la négritude césarienne et la négritude de Senghor n'étaient pas nécessairement la même, mais ils avaient quand même cette volonté commune de défendre les cultures noires, de les à la fois historiques mais aussi contemporaines. Après, ce qui est intéressant pour Senghor, c'est qu'il y a eu ce combat des années 30, des années 50, où l'idée c'était aussi de rentrer dans le temps du monde, de faire accepter que les Africains et du continent, mais aussi de la diaspora, font partie d'une histoire du monde et universelle. Et Senghor, lui, quand il prend les têtes du pays, lui, il va aussi défendre un art qui est en train de se faire et pas juste un art ancien, et de soutenir des artistes de son temps. Voilà. Il soutenait les artistes de son temps. Voilà. Et donc, il avait des artistes qui travaillaient avec lui. Et parmi ces artistes, il y a eu des dissidents. En effet, il y a des dissidents, tout à fait, que j'évoquais tout à l'heure, notamment des dissidents qui vont vraiment se révéler être des dissidents en 74, au moment de la préparation de cette exposition Art sénégalais d'aujourd'hui à Paris, où Senghor avait presque personnellement sélectionné les artistes de l'école de Dakar. Et un des membres des artistes sélectionnés, il s'assemble, va brûler ses toiles en disant, voilà, nous, on veut pas être les représentants officiels d'un art officiel du Sénégal. On est des artistes, on est autonomes. Et dans un interview un peu plus tardif, il s'assemble, reconnaîtra l'importance de Senghor et du rôle qu'il a pu voir, mais aussi en expliquant que c'était insupportable d'être à un moment, il ne voulait pas être un artiste officiel. Il voulait rester un artiste libre. Il voulait proposer des nouvelles pratiques artistiques, comme les performances, l'interdisciplinarité, etc., qui n'étaient pas vraiment dans les codes de Senghor. Mais voilà. Et nous retrouvons ces œuvres dans l'exposition. Et dans l'exposition, on retrouve une affiche d'une performance de Issa Samb, qu'on a retrouvée à Dakar. Et il y avait aussi l'artiste Ella Djissi qu'on évoque. Là, on n'a pas pu tout présenter, mais qui aujourd'hui, il y a une grande exposition à Dakar, dans un centre d'art d'Ella Djissi, tout à fait intéressante. Et comment on se réapproprie l'art de Senghor aujourd'hui, la politique de Senghor culturelle? Je pense comment on se la réapproprie, à mon avis. Au Sénégal, je crois que la vie culturelle en ce moment redevient très riche, avec les biennales d'art contemporain, les nombreux centres d'art qui existent. Bon, je vais parler du défilé de Chanel. Il y a eu le défilé de Chanel, en effet, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est Chanel qui finance actuellement la restauration du musée Théodore Monod. C'est un partenariat entre Chanel et l'État du Sénégal. Et voilà, je pense que l'État du Sénégal fait certainement ce qu'il peut, mais c'est compliqué. Il y a une politique moins volontariste, mais en même temps, il y a ce grand musée des civilisations noires qui existe et qui propose des tas de choses. Donc voilà, c'est aussi... c'est compliqué, j'imagine, d'être héritier de la politique culturelle de Senghor qui était très très forte. Les conditions économiques sont différentes, les enjeux sont différents. Comme en France et comme dans plein d'endroits, le privé est beaucoup plus impliqué dans la question artistique. Donc voilà, je pense que faut trouver cet équilibre. Mais aujourd'hui, je pense que le Sénégal
et une place toujours assez forte de l'art, de l'art contemporain essentiellement. Mais maintenant, par exemple, un certain nombre de galeristes organisent des expositions d'artistes de l'école de Dakar. Notamment, il y a une exposition de Théodore Diouf qui a ouvert là il y a quelques jours chez une galeriste qui s'appelle HO ou OH, qui est à Dakar, d'une jeune galeriste, Océane. D'accord. C'est formidable, une jeune femme, exactement. Ah, c'est la question suivante. Justement, vous parliez d'équilibre tout à l'heure et vous venez de parler d'une femme. Donc, quelle place occupe la femme dans ce mouvement? Alors dans ce mouvement, il y a eu peu de femmes. Bon, il y a eu Germaine Acogny quand même, qui était donc qui a créé l'école des sables et qui était très proche de Senghor. Mais dans l'exposition, Mamadou Diouf a été interviewée à l'occasion de l'exposition, la seule femme artiste un petit peu qui se revendique de l'école de Dakar, Younous Sey, qui était à la fois qui a été exposée en 74, qui a eu des expositions à Dakar, qui a aussi joué dans des films de Sembène Ousmane. C'était un peu comme une égérie. Et moi, j'ai lu les romans de Sembène Ousmane. Voilà, tout à fait intéressant. Et voilà, et on a réussi aussi à faire témoigner Younous Sey sur ses relations avec Senghor. Et ce qui est intéressant, ce qu'elle raconte, c'est que Younous, contrairement aux autres, les autres qui avaient été formés à l'école de Dakar, elle avait une formation autodidacte. Et elle raconte toutes ces discussions avec Senghor qui vraiment s'interroge beaucoup sur sa formation. D'accord. Voilà. Alors, on va parler, chère Sarah, de l'exposition, le côté technique un peu de l'exposition. Vous, en tant que commissaire, comment faites-vous pour avoir les œuvres? D'où viennent les œuvres de l'exposition? Alors, d'abord, peut-être que je peux juste expliquer ce qu'il y a comme type d'œuvre. Il y a des œuvres contemporaines, des œuvres d'art moderne, il y a des archives, des films, des extraits sonores. Donc l'idée, c'est une exposition un peu particulière, qui mélange plein de typologies d'œuvres, disons. Et une grande partie des œuvres qui sont présentées dans cette exposition sont dans les collections du musée du Quai Branly. Comme je l'ai expliqué au début, c'est aussi à l'occasion d'un don que nous avons organisé l'exposition. Après, il faut pister certaines œuvres. Par exemple, pour évoquer le mouvement Agitart, c'est en discutant avec une personne, 3 personnes, 4 personnes que j'ai réussi à trouver cette affiche. En combien de temps, par exemple? Ça a été une année. On savait pas trop comment évoquer Agitart, qui était plutôt qui était plutôt des pratiques performatives qui n'ont pas pu être filmées vraiment, donc fallait imaginer les choses. Et en discutant avec des gens, on m'a indiqué que une personne à Dakar avait une affiche, donc que je suis allée chercher à Dakar, qui est une très belle affiche d'ailleurs. Je suis contente de la présenter. Et puis après, pour les autres, le principe des commissaires, le travail d'un commissaire, c'est de savoir où existent les choses, de chercher. Et c'était très bien d'être 3 justement. D'accord. Et quelles sont les activités qui accompagnent cette exposition? Alors, on vient de terminer une programmation cinéma de 4 films qui vont accompagner une exposition, un film de Mantia Diawara qui est un film d'archives qui fait dialoguer Wole Soyinka et Senghor, qui initialement on les a toujours un petit peu opposés, mais ce film permet de montrer un petit peu le dialogue entre les deux qui finalement sont assez d'accord. Un film de Mati Diop qui s'appelle 1000 soleils, donc la réalisatrice d'Atlantique, c'est un court-métrage très très beau sur donc Mati Diop qui est la nièce de Djibril Mambéty Diop, le réalisateur sénégalais qui a fait un film sur un des acteurs des films de son oncle. D'accord. Et un autre film de Vincent Mécène sur l'affaire Omar Blondin Diop aussi, c'est intéressant aussi, qui a été un dissident de Senghor. Et un autre film de Béatrice Soulet sur la poésie de Senghor, et elle fait tout un travail avec un jeune rappeur sénégalais qui lit de la poésie de Senghor. Donc c'est les 4 films qui vont accompagner l'exposition. C'est surtout ça. D'accord. Et est-ce qu'il y a eu des difficultés techniques dans la réalisation de cette... Non, pas particulièrement. Non, scientifique, non, parce que technique, disons, on aurait aimé montrer des tapisseries beaucoup plus grandes, mais voilà, parce que les tapisseries de la manufacture sont sublimes. Et on en a présenté une qu'on trouve très très belle, mais il y en a des beaucoup plus grandes, donc peut-être que c'est un petit peu la petite frustration, disons. D'accord.
Et sinon, non, il y a pas eu de problème. Et c'est aussi l'intérêt. En fait, ce qui est tout à fait intéressant quand on est trois, c'est d'être. Au début, on a une sorte de certitude sur une idée de quelque chose qu'on veut dire, puis qui se déconstruit, qui se reconstruit. C'est un dialogue permanent et qui a vraiment été très fructueux entre Mamadou Diouf et Sarah Ligné, ma collègue. D'accord. Alors, chère Sarah, nous arrivons à la fin de l'interview, très riche. J'ai hâte d'aller voir les œuvres avec vous, si vous me le permettez. Et donc, moi, je voulais savoir, Sarah, vous êtes co-commissaire. Oui. Vous avez travaillé l'exposition avec Sarah Ligné et Mamadou Diouf. Oui. Et comment vous avez travaillé ensemble pour la mise en œuvre de l'exposition? Alors déjà, Sarah Ligné et moi avons l'habitude de faire des expositions. Mamadou Diouf, lui, est universitaire, professeur, donc c'était un petit peu, je pense qu'il en avait peut-être fait d'autres, mais c'était aussi un peu nouveau pour lui, donc c'était intéressant d'être... on a discuté des enjeux de l'exposition, de ce qu'on voulait dire, et on s'est un peu réparti l'écriture des textes, on les relit, enfin c'est voilà, on se partage, voilà, c'est un petit peu... je pense que ce qui est intéressant, c'est que c'était collectif et de définir la problématique, les différentes sections et voilà, quelles étaient. Et quelle est votre appréciation sur l'exposition en général? Sur cette exposition, que j'en pense. Ce que vous en pensez, oui. C'est difficile d'avoir pas beaucoup de. Alors après, moi, pour tout vous dire, moi, je suis contente de plusieurs choses. D'accord. C'est d'abord, moi, j'aime beaucoup la poésie et dans l'exposition. Il y a une mise en musique d'un certain nombre de lectures de poèmes par les auteurs de la négritude eux-mêmes. D'accord. Je suis très heureuse d'une mise en musique par Nicolas Repac, de Jacques Rabé Manandjara, Aimé Césaire, Léon Gontran Damas et Senghor, qui lisent leurs propres poèmes. C'est magnifique. Donc ça, c'est très émouvant de les entendre eux-mêmes, parce qu'on a entendu des gens qui ont lu ces auteurs, mais de les entendre eux-mêmes lire leurs propres poèmes, sachant qu'ils étaient ensemble quand ils les ont lus, c'est c'est très beau. Donc je suis très heureuse de ça. Et puis mélanger. Donc moi je suis archiviste au musée, donc mélanger de l'archive, des œuvres, mettre des citations, faire revivre aussi des penseurs comme Alioune Diop, comme les sœurs Nardal aussi, qui sont qui aujourd'hui recommencent à sortir de l'ombre, mais c'est ces sœurs martiniquaises qui tenaient un salon à Paris et où tout le monde se rencontrait. On présente la revue du Monde Noir. Voilà, moi j'aime bien le mélange des genres en fait. Et je pense que c'est le sujet de l'exposition. Et puis la pièce et puis aussi j'aime beaucoup les plans d'architecture, donc je suis très heureuse de présenter ce grand plan du projet un peu rêvé de Senghor. L'exposition est magnifique. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Sarah. Merci à vous. Et donc, on va se retrouver pour l'exposition. C'est là, c'est là, c'est là, c'est là. Magnifique. Bon, la revue. Là, il y a la revue du Monde Noir des sœurs Nardal. Il y a des images du premier congrès des artistes et écrivains noirs. Avec Césaire, Jacques-Stéphane Alexis, un écrivain haïtien. Là, c'est pour évoquer donc, le premier festival. Il y a Sen Ben Ousmane. Alioune Diop. Duke Ellington. Donc là, c'est plus un focus donc, sur un des professeurs de l'école de Dakar, qui est Bandiaï. Un grand artiste sénégalais. Qui était, voilà. Ensuite, un focus sur la manufacture de Thiès. La manufacture de Thiès. On ne sait pas pouvoir avoir montré vraiment de tapisserie. Sur le Younoussé, là, qu'on voit ici, qui est la seule femme artiste de l'école de Dakar. Là, je suis autodidacte, je n'ai pas fait l'école des arts, donc c'est à tout à fait.
Ici, on n'en a pas parlé, mais c'est un focus sur... Ah bah si, le théâtre Sorano, la création. Donc là, c'est des photos de la mise en scène de Macbeth qui a été présentée en 68 à Dakar et en 69 à Paris. Là, il y a les affiches des expositions musée dynamique de Soulages. Un Soulages qui a appartenu à Senghor. Ah ouais, c'est magnifique. Son Soulages à lui. Magnifique. Donc, voilà. Ici, donc, c'est des poèmes illustrés par Senghor, par des artistes du monde entier qui illustrent la poésie de Senghor. Ici, c'est la liste des poèmes qui sont lus, donc on entend. Est-ce qu'on entend? C'est là, c'est un de ces. Alors après, il faut attendre la fin de la lecture pour savoir quel est le titre, parce qu'il donne le titre systématiquement. D'accord. Voilà. Là, c'est sur un échantillonnage, disons, d'articles de l'école de Dakar, notamment du don, qui a été fait par Jean-Gérard Bozio. Donc ça, cette pièce d'Amadou Sow, c'est la pièce qui a été utilisée pour l'affiche de l'exposition de 1974, qui était partout dans Paris. Donc c'était Théodore Duc, c'est donc lui qui est actuellement exposé à Dakar. On a choisi aussi de présenter un très beau tableau de Ibou Diouf, ici, qui est donc un artiste sénégalais qui était aussi décorateur au Théâtre Sorano et qui est aussi l'auteur de l'affiche du premier festival des Arts Nègres de Dakar. Et ce tableau a été utilisé pour une grande tapisserie. D'accord. Là, c'est la dissidence, donc avec cette fameuse affiche. Et ici, on voit Issa Samb, une des performances d'Issa Samb. D'accord. Voilà. Et de LHJC également. Et enfin, le projet non abouti de Senghor, la première version du musée du projet. D'accord. Ok. C'est tout, je crois. Ça vous va comme ça? Oui. Voilà. C'est très bien. Merci alors. À très bientôt. Ouais, oui. J'espère que vous avez apprécié cette magnifique exposition temporaire qui prendra fin le 19 novembre. Et donc, nous vous attendons nombreux au musée du Quai Branly Jacques Chirac. À très bientôt.